Bonjour à tous, c'est Mathilde. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui dans un nouvel épisode de mon podcast Mentally Stable. Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour l'épisode de cette semaine. Un épisode tant attendu. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Moi, en tout cas, ça va pour l'instant. Comme d'hab, je vous enregistre ça jeudi matin pour jeudi matin. Ici, l'organisation, je vous promets que je vais essayer de faire au mieux les prochaines semaines et de prendre un peu d'avance, peut-être d'enregistrer le mardi. Mais voilà, c'est un peu le running gag de ce podcast, c'est que on essaye d'être mentally stable, mais on n'est pas trop à l'heure. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode, comme vous avez dû le voir dans le titre, qui est sur les études, la scolarité. Voilà, je vous promets que ça va être sympa, même si on parle d'école. Je pense qu'il y en a pas mal d'entre vous qui sont en études supérieures, peut-être au lycée, et déjà bien avancés dans la vie active aussi, la vie du travail. Moi, personnellement, eh ben voilà, je commence à vieillir, je suis plus à l'école, malheureusement. Quoique, j'ai ma remise des diplômes cette année, donc j'ai encore un pied à l'école. Donc je pense que ça va, je ne suis pas encore un vieux crouton. Mais pour l'instant, voilà, je voulais qu'on débriefe de cette période de ma vie avec vous, parce que vous êtes très nombreux à me demander qu'est-ce que j'ai fait pour faire le métier que je fais aujourd'hui, même si ça n'a aucun rapport, enfin un petit rapport avec mes études. Quel est mon parcours scolaire, comment ça s'est passé. Et aujourd'hui, on va parler un peu de ça, et on va surtout parler de mon échange à l'étranger, parce que c'est un peu la meilleure expérience que j'ai eue scolairement parlant. Donc, enfin, c'est pas un peu, c'est beaucoup la meilleure expérience que j'ai eue scolairement parlant. Donc, je vous propose de commencer par un petit récap de qu'est-ce que j'ai fait à l'école, pourquoi, comment, voilà, parce que vous êtes plein à me demander quelles études j'ai fait. Je sais que Parcoursup est terminé, donc cet épisode arrive peut-être un peu en retard, mais pour ceux qui doivent faire ça pour les années suivantes, ou même pour des gens qui veulent se réorienter professionnellement sur le tard, parce que ça arrive et il y a plein de gens, enfin moi j'étais à l'école avec plein de gens qui avaient déjà fait médecine et qui avaient changé de voie, ou qui avaient fait une école d'ostéopathie, puis qui revenaient en école de commerce. Il y a plein de gens qui font des reconversions plus tard, donc voilà, je sais que c'est un épisode qui peut servir à pas mal de monde, et c'est un épisode que j'aurais peut-être aimé entendre avant de partir en échange, parce que je me suis renseignée plein de fois, mais je trouvais pas trop ce que je voulais sur les réseaux. Donc voilà, aujourd'hui on va parler scolarité et on va parler échange à l'étranger. Alors, pour vous faire un petit débrief de ma vie, j'ai été à l'école classique, pas en sport-études, pas en truc aménagé. J'ai vraiment été dans un lycée, enfin collège, lycée, primaire même classique. J'ai fait allemand LV1, quelle douleur, voilà, de la 6e à la terminale, voire même à la 2e année de prépa, allemand LV1. Aujourd'hui, je ne parle pas allemand et je suis fiancée à un Mexicain, donc j'aurais peut-être mieux fait de faire espagnol. Mais bon, voilà, ça arrive. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait allemand LV1 au collège parce que je voulais être dans les meilleurs. Me demandez pas pourquoi. J'ai dit à mes parents, je veux être la meilleure de la classe. Je veux être dans les. En fait, je veux être avec les meilleurs. Voilà. Ici, on n'est pas des losers, donc je vais être dans la classe d'allemand parce que c'était réputé pour être la classe la plus forte. Donc j'ai pris allemand. Voilà. En même temps, je sortais de CM2 en étant en première de classe toute l'année, donc j'avais des expectations de niveau. Vous entendez? Enfin, fallait quand même être dans les bons. Donc je fais allemand. En 5e, je fais latin. Je continue le latin jusqu'à la terminale, évidemment, parce qu'ici, on n'abandonne pas en cours de route. Et j'ai même fait 1 an de grec ancien en 3e, pour la gloire. Vraiment, ça n'a servi à rien, à part le fait que je peux aller en vacances en Grèce et lire les panneaux. Ça n'a aucun autre intérêt à ce jour. Bref, je fais ça. Je rentre au lycée, je fais spé maths. Je crois que c'était ça, on pouvait faire spé maths. Enfin, moi, j'avais une spé dès la seconde. Ensuite, première et terminale, spé maths. Je passe le bac de français, ça va très bien, j'ai des bonnes notes. Je passe le bac général et je suis en classe S. Donc, c'est-à-dire que à l'époque, pour les petits jeunes, et pour les vieux aussi qui sont pas au courant, la classe S, c'est... Et pas le classe S parce que ça, c'est un Mercedes, mais... j'arrive plus à parler. La classe S, la première terminale S, c'est donc scientifique, ce qui veut dire physique, chimie, SVT et maths un peu plus avancées que le reste des matières. J'ai jamais trop aimé les sciences, enfin genre j'ai toujours été bonne à l'école donc forcément ça allait, mais les maths j'aimais bien jusqu'à la prépa j'aimais bien les maths. Après la physique, chimie ça m'embêtait un peu, les formules et tout, voilà. Et la SVT, bon bah ça va, j'ai toujours eu des bonnes notes, donc je passe le bac. J'ai pas trop travaillé avant le bac. Donc j'ai eu une mention bien, au grand désespoir de mes parents. J'ai rien fait en fait. Première terminale, moi j'ai fait YouTube. Donc voilà, j'ai pas eu la mention très bien. Mais ça m'a quand même permis de rentrer en prépa. Donc moi, en terminale,
c'est pas ce que je veux faire. C'est-à-dire que, première, j'étais persuadée de vouloir faire vétérinaire. Ok, c'est pour ça que j'ai fait une classe S. Enfin, voilà, faut que j'arrête de dire ça, je pense qu'aux voitures. C'est pour ça que j'ai fait un lycée en scientifique. C'est parce que vraiment, je voulais faire vétérinaire. Et faites des stages, c'est très important. C'est la raison pour laquelle mes parents m'ont envoyé par la peau des fesses en stage chez Equitom en Belgique pendant une semaine. Voilà, je suis partie une semaine en Belgique sous la pluie et la grisaille au mois d'octobre faire un stage vétérinaire dans les chevaux parce que je suis allergique aux chats, donc déjà j'aurais pas été vétérinaire des chats et je voulais être vétérinaire et j'avais jamais fait de stage. Et donc mes parents m'ont dit hop là, coup de pied aux fesses, t'y vas. Je suis partie en stage, terrifiant. Voilà, j'ai su que je voulais pas être vétérinaire parce que être vétérinaire équin, c'est quelque chose qui fait rêver beaucoup de gens, mais entre être vétérinaire et aimer les chevaux, c'est pas la même chose. Donc je suis très reconnaissante d'avoir fait ce stage parce que sinon j'aurais sans doute fait une prépa pour être véto et j'aurais fait une reconversion à 30 ans après 10 ans d'études. Donc voilà, j'ai fait un stage chez Equitom qui m'a vraiment ouvert les yeux sur la réalité du métier et qui m'a vraiment montré que c'est pas ce que je voulais faire. Donc arrivé à la fin de la première, je suis bien dans la mouise, quoi, en fait, parce que j'ai fait S pour quoi, finalement, parce que je voulais pas faire vétérinaire. Enfin, je voulais, mais je veux plus faire vétérinaire. Donc, me voilà en terminale avec une multitude, un panel d'options, que dis-je, une marée noire de choses que je peux faire, mais je ne sais pas par où commencer. Et donc, en tant que personne qui ne sait pas prendre de choix, pas faire de décision, moi je suis l'indécise, je suis Capricorne, je sais pas si c'est un lien avec mon signe, mais je ne sais pas prendre de décision, j'espère ne pas être la seule. Voilà, on essaye d'être mentally stable, mais on n'est pas stable surtout parce qu'on ne sait pas décider. Voilà, par exemple, quand il y a une carte au restaurant, je sais pas si je suis la seule, la carte au restaurant, plus il y a de choix, plus ça prend de temps à commander. Genre vraiment, oui, c'est logique parce que plus il y a de choix, plus tu mets de temps à lire. Mais moi, genre, je ne vais pas savoir ce que je prends jusqu'à ce que le serveur débarque à la table et que tout le monde à la table ait commandé et je suis la dernière à décider. Voilà. Donc imaginez bien que quand il a fallu choisir ses études, c'était pas facile. Donc là, en fait, moi, arrivée en terminale, j'ai mon rêve de vétérinaire qui tombe à l'eau parce que je veux plus faire ça. Et j'ai mon poney, et c'est très important de dire ça, que mes parents payent encore, enfin payent la pension, et je vois que le poney, en fait, il peut vite coûter un SMIC par mois. Et en fait, je me dis, je peux pas gagner un SMIC parce que il y a des métiers passion où on gagne pas forcément bien sa vie, et je peux pas faire ça. C'est aussi pour ça que je voulais faire vétérinaire et faire des études, c'est parce que je peux pas avoir un métier qui rapporte pas beaucoup parce que j'ai déjà un enfant à charge, en fait. Parce que dans ma tête, je me suis toujours dit, dès mes 16 ans, en gros, une fois que je vais avoir 25 ans, je vais me retrouver avec mon cheval et je vais devoir le payer. Et c'est quand même une grosse charge financière quand on arrive sur le marché du travail que d'avoir un cheval. Alors évidemment, s'il est à la campagne et que ça coûte 100 € par mois, ok. Mais moi, dans mon cas, c'était quand même en Île-de-France dans une pension qui coûtait cher. Donc j'avais en tête le fait de vouloir garder ce niveau de vie, entre guillemets, pour mon cheval et le coaching, etc. D'éventuellement en avoir un deuxième parce que j'avais pas encore Calicie à l'époque. Donc je savais qu'il fallait que je fasse des études qui puissent me permettre d'avoir un certain revenu pour financer mon cheval. Alors évidemment, les études ne veulent plus rien dire aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de métiers. Je trouve qu'on a un peu délaissé. Là, je divague complètement, mais je trouve que voilà, l'IA remplace les métiers, ça c'est un fait. Après, peu importe le métier que vous faites, vous pouvez faire de votre diplôme ce que vous voulez. Je suis hyper inspirante purée aujourd'hui. Mais en même temps, si vous êtes plombier ou je ne sais pas, que vous peintre dans le bâtiment, vous aurez toujours du travail parce que c'est pas l'IA qui va le faire. Et on a vraiment en France dénigré et dénaturé les métiers manuels au profit des métiers du tertiaire, genre école de commerce, waouh, fantastique. Alors que école de commerce, tous mes potes qui sont diplômés là, il y en a la moitié qui sont au chômage, les autres trouvent pas de stage, ok. Et pourtant, j'ai fait une école du top 6. Voilà, la sixième, donc forcément ça va. Et on a tous fait une prépa, on a tous fait un parcours grande école. Et pourtant, et on a payé des écoles à 40-50 000 € l'année, enfin 50 000 € la scolarité, on va dire, voire plus, des prépas hors contrat, voilà, enfin on a payé des études, une coucougnette finalement, pour ne pas trouver de travail. Et en fait, moi j'ai du boulot aujourd'hui et je gagne très bien ma vie parce que, en gros, j'ai pas utilisé que mon diplôme, je l'ai utilisé certaines fois, mais je m'en suis servi pour faire plein d'autres choses et en fait j'ai plutôt décidé de me lancer dans l'entrepreneuriat et c'est ce qui fait que je gagne ma vie aujourd'hui et j'en suis très reconnaissante, mais c'est pas tombé du ciel non plus. Là je fais un gros divagation, bref, tout ça pour dire que dans ma tête à ce moment-là, je pensais que les études étaient synonymes de très bien gagner sa vie et c'est pour ça que je voulais faire des grandes études et faire genre au moins un bac+5. Enfin, en vrai, aujourd'hui le bac+5 c'est triste, mais c'est le minimum en France pour trouver un travail. Et même sur le marché du travail, les gens, ils requièrent un bac+5, 5 ans d'expérience dans le marché de l'emploi, et ils veulent te payer comme un stagiaire. Donc c'est très triste ce qui se passe aujourd'hui. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à voler de vos propres ailes si jamais vous ne trouvez pas de travail. Montez votre business, lancez votre marque, faites votre truc, parce que les patrons vont pas vous attendre et vous prendre et vous jeter dès qu'ils peuvent. Alors c'est très triste et très
peut-être réducteur ce que je dis, mais en tout cas c'est l'expérience de beaucoup de gens autour de moi qui rentrent sur le marché du travail dans des grands groupes et ça fonctionne pas toujours, ou alors enfin ça fonctionne pas à la hauteur de leurs attentes parce que l'école de commerce te vend un peu du rêve et en final t'as rêvé et t'as pas grand chose à la fin. Donc voilà, je défends les écoles de commerce parce que c'est quand même une expérience très cool, mais faut pas s'attendre à des miracles à la sortie. En gros c'est ça. Donc moi, me voilà en terminale avec l'envie de gagner ma vie parce que j'ai un gosse en fait qui s'appelle Sligo et je dois lui payer son foin tous les mois et mine de rien c'est quand même une charge financière. Donc je peux pas, enfin dans ma tête c'est pas envisageable de faire un bac+2 ou un bac+3. Je sais que je vais au moins faire un bac+5 parce que aussi à Paris c'est un peu la norme. Je viens d'un lycée, enfin j'étais dans un lycée, un collège qui était très très bien classé. Donc forcément c'est pas envisageable de faire un métier manuel. Ce qui est triste en fait parce que tu peux être un excellent menuisier après avoir été à Henri IV ou à Louis le Grand. Et ça n'a pas de rapport. Et tu peux être excellent en maths et du coup, tu vas faire des super calculs pour calculer tes planches de bois et nous faire des meubles du futur. En fait, je trouve ça hyper triste la dévalorisation des métiers du manuel, juste pour que foutre tout le monde en fac de psycho, en fac de géographie et en école de commerce, et après avoir juste des gens au chômage à 25 ans. Bref, si vous voulez faire un métier manuel, allez-y. Franchement, ça c'est pas le souci. Donc moi, avec ma petite désillusion de meuf de 17 ans, je m'inscris sur Parcoursup dans des prépas, parce que quelqu'un m'avait lancé un pic sur le fait que j'avais le niveau en fait pour faire une prépa, mais j'avais un peu la flemme. Et quelqu'un m'a lancé un pic et j'ai dit, bah en fait, tu vas te faire foutre, t'as pas le droit de dire ça, donc évidemment je vais faire une prépa, je vais te prouver le contraire. La psychologie inversée fonctionne très bien sur moi. Donc je me suis inscrite en prépa, en parallèle j'avais fait les concours pour l'ESCA, l'IESEG et tout, les écoles de commerce post-bac. J'avais fait le concours Sciences Po que j'ai pas eu, et j'avais fait je sais plus quoi d'autre. Donc j'ai fait d'un côté les écoles de commerce post-bac, de l'autre Sciences Po, ça non. Les écoles de commerce post-bac, j'avais tout eu, donc c'était cool. En prépa, sur Parcoursup, j'avais un truc qui me plaisait pas. Genre une prépa, c'est par quartier et tout, donc c'est super casse-pied. Et j'avais une prépa un peu pas ouf. Donc en parallèle, je m'étais inscrite à je vais dire les noms, à IPSUP, une super prépa hors contrat. Donc en fait, tu payes vraiment un rein l'année parce que tu payes toi-même tes profs, c'est pas en collaboration avec l'État français. Donc c'est très très cher. Et j'ai été prise à IPSUP, et IPSUP en gros, bon il y a des petites magouilles de statistiques, mais IPSUP c'était en tout cas à l'époque la première prépa de France avec un taux de réussite de je sais pas combien de pourcents et tant de pourcentage d'élèves qui rentrent à HEC, tant qui rentrent à l'ESSEC et tout. Donc c'était super bien classé et moi je suis prise à IPSUP et je suis prise en prépa sur Parcoursup un peu moins bien, enfin très moins bien même. Donc mes parents m'envoient à IPSUP, tac tac tac, et j'en ai un peu chié, on peut dire les termes. Première dissertation de l'année, je suis première. Genre je suis la meilleure. Ça n'a pas duré parce que j'ai réouvert il y a pas longtemps mes notes de maths. J'avais genre 3 de moyenne en maths en prépa. 3 ou 2,5, parfois 5. Mais j'étais bien en dessous de la moyenne de la classe. Je devais être genre 37e ou 40e sur 47. Mais voilà, j'ai pas trop... Enfin, j'ai travaillé le minimum. Ça, c'est ma compétence principale dans la vie, c'est de travailler le minimum. En fait, je suis très flemmarde. Et les flemmards, on sait s'organiser. Et donc, je travaillais le minimum pour avoir des bonnes notes et passer. Donc première année, j'ai une moyenne suffisante pour passer en deuxième année. Deuxième année, c'est l'heure des concours parce qu'en fait la prépa, à la fin des 2 ans, tu fais un concours pour les écoles de commerce, ce que je fais. Et là, je passe quoi, et je suis prise en école de commerce à Schema, figurez-vous pas. Donc je pars une année à Lille. Je vous ferai peut-être plus de débriefs sur mon école de commerce et sur la prépa un autre jour si vous voulez, mais là on va se concentrer sur l'échange. Ça fait déjà longtemps que je parle et on n'a toujours pas parlé de l'échange. Donc là, je pars après mon concours à Schema et en fait je décide d'aller en école. Enfin, je voulais une meilleure école, je voulais un top 3 ou 5. J'ai pas assez travaillé pour avoir un top 3 ou 5, donc j'ai juste eu Schema, ce qui est très bien. Mais je voulais pas QB. QB, c'est refaire une année de prépa parce que tu peux repasser le concours si tu veux. Et je voulais pas refaire une année de prépa parce que je savais que j'allais pas plus travailler. Donc je suis directement allée à Schema. Je fais une année à Lille. Ensuite, j'ai fait un échange aux Pays-Bas, une année de césure. Et ensuite, au retour de l'année de césure, donc fin 2023, j'ai fait un échange aux États-Unis. Et alors, cet échange était exceptionnel. J'avais hyper peur de partir, honnêtement. Avant de partir, on est hyper, je trouve, stressé parce qu'il y a plein de choses, il y a plein de paramètres qui font que c'est un grand voyage, que c'est plein d'organisations, que tout est à distance. Et surtout que c'était à la base pas mon premier choix. En fait, je devais partir au Brésil à la base et j'ai réalisé que c'était peut-être pas la meilleure idée, mais à 1 mois de partir ou 2. Donc j'avais déjà fait mes choix, validé tout, et en fait j'ai changé pour les États-Unis puisque c'est le seul endroit où il restait de la place à la dernière minute et je voulais pas trop y aller, mais j'ai réalisé que c'était pas très loin de Wellington, donc ça m'arrangeait. Et en fait, dans le cadre de mon cursus, c'était obligatoire de faire 2 semestres à l'étranger, soit en stage, soit à l'école. Donc j'avais pas le choix de partir, j'avais déjà fait les Pays-Bas, fallait que je reparte une autre fois, mais
je trouve que même quand c'est pas obligatoire dans le cursus, si financièrement on peut partir, même en trouvant un job à l'étranger, enfin c'est pas la question, hein, on peut trouver un moyen de joindre les deux bouts, surtout dans des pays de l'hémisphère sud. Les États-Unis évidemment c'est un peu cher, mais dans des pays de l'hémisphère sud, moi je sais qu'à Schema des gens partaient en Chine ou au Brésil et ça coûtait 3 francs 6 ou littéralement sur place pour vivre. Donc en plus en trouvant un job, bah c'est assez arrangeant. Si c'est pas nécessaire et obligatoire dans votre cursus de partir à l'étranger, faites-le quand même. Parce que c'est exceptionnel pour se découvrir une nouvelle culture, découvrir un nouveau pays, rencontrer des gens, apprendre une nouvelle langue et ça apporte plein d'opportunités professionnelles en plus de vous sortir de votre zone de confort et de votre environnement. Alors évidemment, moi dans mon cas, en partant aux États-Unis, il y a énormément de clichés auxquels on a fait face et auxquels on a été confrontés, mais qui étaient souvent vrais sur la vie de campus aux États-Unis. Je suis partie du coup en Caroline du Nord à Raleigh de janvier à avril 2024. C'était honnêtement la meilleure expérience scolaire de toute ma vie. C'était une vie de campus lunaire. En fait, Raleigh, c'est une ville du coup de Caroline du Nord qui est pas un état hyper sexy, qui est pas un état où les gens partent en vacances et je comprends pourquoi, quoique il y a des coins qui sont super beaux. Mais donc Raleigh, c'est la deuxième plus grande ville de l'État et je crois qu'il y a 50 000 étudiants. Je sais pas, mais en gros, c'est une ville étudiante, c'est énorme. Il y a un campus gigantesque. La librairie sur le campus, c'est, je crois, la 7e plus grande librairie de tous les États-Unis. Nous, on avait un bâtiment entier dédié à notre école. Il y a une équipe de basket, il y a une équipe de hockey, il y a une équipe de baseball. Enfin, il y a tout, de football américain, il y a des cheerleaders. Enfin, c'est un campus américain avec tout ce qu'on peut imaginer de grandiose, avec des food trucks. Tu sors de cours, il y a un food truck qui vend des hot dogs. Il y a un Starbucks dans l'université. Il y a une boutique avec tous les habits de l'université parce que si tu veux soutenir l'université, tu peux acheter et le t-shirt et la casquette et le mug et les essuie-glaces. Enfin, tu peux acheter tout et n'importe quoi pour soutenir l'université. Il y a des associations étudiantes partout. Enfin, la ville est un campus. C'est vraiment que des jeunes de partout. C'est exceptionnel. C'est comme High School Musical dans la vraie vie, honnêtement, c'est ça. Les joueurs de l'équipe de basket ou de hockey ou peu importe la discipline sportive jouent dans un stade qui est plus grand que le Zénith, enfin un vrai stade, genre un stade comme Bercy, plus grand même. Genre ça, c'est le stade normal pour les matchs étudiants et c'est rempli à chaque fois. Donc c'est vraiment grandiose, c'est tout ce qu'on peut s'imaginer d'américain et de merveilleux et de waouh. Honnêtement, de mon côté, je sais qu'on parle beaucoup de choc culturel quand on a un échange à l'étranger. Moi, j'en ai pas trop eu parce que j'étais déjà allée aux États-Unis. La seule chose qui change, c'est la mentalité. Les Américains sont beaucoup plus positifs et beaucoup plus joyeux, je dirais, que les Français. En France, on se plaint quand même beaucoup, surtout à Paris. Après, la campagne, c'est pas pareil, mais à Paris, les gens se plaignent, ils me saoulent, là, les Parisiens. Et pourtant, je suis parisienne, hein. Mais à Paris, tout le monde se plaint, tout le monde râle et tout. Aux États-Unis, les gens ont une bien meilleure mentalité, je trouve, et sont beaucoup plus positifs et beaucoup moins jaloux. C'est peut-être surfait, c'est peut-être faux, mais je trouve que c'est une mentalité que j'ai vue en Floride, que j'ai vue en Caroline du Nord, que j'ai vue un peu partout quand j'y étais. Les gens, en fait, sont plus enjoués de ton succès et de ta réussite financière, professionnelle, sportive, scolaire, qu'en France, où on va directement être jaloux et directement être dans une excuse un peu de « Ah là là, mais ok, c'est bien pour toi ». Enfin, je sais pas comment expliquer, mais la mentalité américaine était hyper cool à vivre pendant ces 4 mois parce que ça ouvre vraiment l'esprit. C'est pas le même rapport au travail, c'est pas le même rapport à l'ambition. Enfin, c'est... Moi, ça me convient, quoi, là-bas. C'est vraiment cool. Et le système scolaire est aussi différent. Et je sais que les gens ont pas du tout les mêmes... Enfin, c'est pas le même fonctionnement d'université. Nous, on avait un fonctionnement avec différentes matières, comme ce qu'on a en France, parce que c'était un campus de mon école. Mais je sais que les Américains, ils ont des matières majeures et des matières mineures. Ils peuvent prendre genre danse classique et escalade et ça compte comme des matières d'université. Alors que nous, chez nous, on peut juste grappiller des points par le sport à l'université, mais on n'a pas vraiment le même fonctionnement. J'ai des amis du coup qui sont partis à l'étranger dans d'autres pays et qui ont aussi adoré leur expérience. C'était vraiment honnêtement exceptionnel. Le plus compliqué, c'est pas d'être sur place. Enfin, moi, j'ai très vite, très jeune, je suis partie seule à l'étranger. Genre, quand j'avais 14 ans, mes parents, ils m'ont envoyé de force en Irlande. Enfin, mon père m'a emmenée, il m'a laissé chez les gens, parce qu'il voulait pas que je prenne l'avion toute seule. Et il est revenu en France. Et je suis restée 2 semaines en Irlande du Nord, dans une famille qu'on connaissait et tout, hein. Mais juste, ils parlaient pas français et moi, je parlais pas anglais, donc autant vous dire que c'était compliqué. Mais du coup, dès jeune, enfin, à 14 ans, je suis partie seule en Irlande. J'y suis retournée à 15 ans. À 16 ans, je suis partie toute seule au Canada. À 17 ans, je suis partie toute seule à Prague, à Copenhague, enfin en vacances et tout, en Pologne avec Ponéas, mais ensuite avec une copine en vacances, en Italie. Voilà, donc j'ai toujours voyagé seule et j'ai beaucoup voyagé étant plus jeune avec mes parents, donc j'ai l'habitude de voyager et j'en suis très chanceuse et très reconnaissante, ça c'est pas une question. Mais du coup, j'ai toujours été hyper indépendante et j'ai jamais eu peur de voyager, c'est ça que je veux dire. Je sais qu'il y avait des gens qui sont venus avec nous en échange, qui étaient jamais allés aux États-Unis, qui étaient jamais allés aussi loin, c'était leur voyage le plus loin de leur vie, ils avaient jamais été séparés de leur famille aussi longtemps, donc je conçois que ça puisse être un choc si on part en échange et qu'on
n'a pas eu une expérience à l'étranger aussi importante avant. Et c'est pas pour autant qu'il faut avoir peur. Honnêtement, le plus effrayant, c'est pas... Enfin, pour moi, du coup, c'était pas sur place. C'était vraiment tout le avant. Parce que on s'imagine des trucs, on a des attentes qu'on a peur de pas être atteinte, entre guillemets. Je sais pas du tout français ce que je dis, mais vous voyez ce que je veux dire. On a des clichés sur le pays. Donc moi, comme je vous disais, le cliché High School Musical qui a été rempli à 2000% et c'était exceptionnel. Et on a surtout, en amont du départ, tout le côté administratif qui est affreux. Ça, c'est à s'arracher les cheveux, les gars. C'est horrible. Aux États-Unis, il fallait faire une demande de visa étudiant. Donc on l'a demandé, je crois, en octobre. Fallait faire une photo. Alors d'ailleurs, j'ai fait une de ces photos pour mon visage. Je peux vous dire que j'étais pimpée. Voilà, j'habitais à Toulouse avec mes chevaux entre Toulouse et Montauban. Je suis allée dans un Leclerc pour faire mes photos de passeport dans la petite cabine là de photomaton. J'étais maquillée, mais j'ai passé un quart d'heure, 20 minutes pour avoir le meilleur angle et mon meilleur profil. Je vous les posterai les photos, elles sont exceptionnelles. C'est mes meilleures photos d'identité de toute ma vie. Sur mon passeport français, j'ai une tête à tuer quelqu'un, on dirait que je sors de prison. Et je ne voulais pas avoir la même chose sur mon visa. Donc j'ai fait la meilleure photo de ma vie. Ensuite, il faut aller à l'ambassade à Paris, faire les papiers, faire un rendez-vous, prouver que tu as tant d'argent à dépenser aux États-Unis, que tu as ci, que tu as ça, que tu as... Bref, il y a une liste de choses à faire qui est super longue pour les US. Je sais que pour la Chine, il y a un visa pareil super long à avoir. Pour d'autres pays aussi, c'est pas le cas partout. Évidemment, si vous faites un échange en Union européenne, c'est beaucoup plus light. Et d'ailleurs, avec le programme Erasmus, vous pouvez avoir une bourse hyper avantageuse. Moi, je sais que j'ai jamais été boursière de ma vie. Mes parents ont toujours tout payé et j'ai pas eu de bourse. Je suis fille unique et tout, donc j'avais pas accès à ça et j'en ai pas besoin. Mais du coup, même en Erasmus, moi, en tant que fille unique n'ayant jamais été boursière, j'ai eu accès à une bourse qui m'a permis de payer quelques mois je crois 2 mois de logement dans mon campus aux Pays-Bas. Donc c'est toujours un truc à prendre et c'est hyper cool. Donc je sais qu'avec le programme Erasmus, on peut vraiment avoir un avantage financier quand on part et avoir une rémunération de la part de l'Union européenne. Donc c'est hyper intéressant. Évidemment, aux États-Unis, c'est pas le cas. Donc à moins que vous trouviez un job étudiant sur le campus ou quoi, il n'y a pas trop de moyens de gagner de l'argent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est une expérience à faire. Mais la chose la plus stressante, c'est vraiment le début, comme je vous disais, c'est la gestion du visa, de l'administratif, des papiers, parce que tout est en distanciel, tu comprends rien. Trouver un logement. Oh, l'angoisse de trouver un logement à distance comme ça, sans visiter. En plus, ça coûte assez cher aux États-Unis. Enfin, je payais le prix d'un loyer parisien pour un truc en colocation à 3 excentré. Donc, imaginez bien. Ensuite, sur place, moi, je me suis déplacée tout le temps en Uber parce que j'allais pas acheter une voiture ni louer une voiture sur 4 mois. Et en fait, il n'y a pas de trottoir là où j'étais. Enfin, t'es obligé de prendre une voiture. Donc, je prenais tout le temps les Uber parce que le bus, il était un peu craignos. Donc, passer 20 heures, tu prenais pas le bus. Ça, c'est des trucs qu'on sait pas. Moi, je savais pas que le bus, il allait craindre. Je savais pas qu'il allait pas avoir de trottoir. Ces informations-là, tu les découvres en direct. Donc, en fait, l'administratif avant est très terrifiant. Il prend des semaines, il est épuisant. Et ça vaut le coup quand même de le faire parce qu'une fois sur place, l'expérience est tellement folle. Et puis sur place, il y a des petites désillusions, des petites déceptions ou des choses qui se passent pas comme prévu. Mais c'est pas grave parce que l'expérience est tellement incroyable en soi qu'il n'y a pas de souci à se faire sur tous les désagréments. C'est compensé par tout ce qu'on vit comme expérience qui est folle. Et je trouve que c'est vraiment génial parce que ce qui est cool avec un échange, c'est que on apprend à vivre par soi-même, être à l'international. Ça crée forcément des opportunités professionnelles, ça augmente la confiance en soi, on prend énormément en maturité. J'ai l'impression de parler comme une vieille daronne, mais on prend en maturité, on apprend à prendre des risques, on rencontre d'autres gens. Enfin voilà, ça vaut vraiment l'investissement. Et à nouveau, si financièrement vous pouvez pas vous permettre d'aller aux États-Unis ou au Canada ou dans un pays entre guillemets de l'hémisphère nord ou même l'Australie qui coûte assez cher, il y a énormément de pays non occidentaux en gros où vous pouvez aller pour faire vos études. Mon école elle avait un campus en Afrique du Sud, il y avait le Brésil comme je vous disais, il y a le Mexique, enfin en Asie, il y a des pays qui sont quand même beaucoup moins chers et où on peut vivre une expérience folle pareille. Honnêtement, nous on est quand même resté beaucoup entre Français sur place parce que on est resté entre gens de l'école de commerce, on s'est fait quelques potes, nos colocs notamment qui étaient américains, avec qui on est toujours un peu en contact aujourd'hui, mais on n'avait pas forcément les mêmes hobbies et tout. Puis moi, j'étais déjà vachement dans les réseaux, donc je suis restée plus avec les Français. J'ai rencontré des amis que j'ai toujours aujourd'hui. Donc c'est vraiment trop, trop cool. Aussi, on a l'impression, je trouve, qu'il faut vraiment être prêt pour partir en échange. C'est pas le cas. Honnêtement, moi, je suis partie sans idée de ce que j'allais faire. Je savais pas à quoi m'attendre. À part mon budget qui était prêt, je n'avais pas trop d'autres attentes ni idées. Je parlais anglais, mais c'est toujours inconfortable d'être à l'école et de devoir parler anglais. J'idéalisais le pays, mais j'étais pas trop sûre de à quoi m'attendre. Honnêtement, c'était un peu flou dans ma tête. Et tout se met en place naturellement une fois qu'on est sur place. C'est-à-dire que moi, je suis arrivée donc en
début janvier, je suis restée jusqu'à fin avril et entre-temps, il y a plein d'opportunités qui se sont mises sur ma route. J'ai pu voyager, j'étais à New York, à Tampa, à Ocala, à Wellington, à Charlotte, j'étais au Mexique, j'étais même en Arabie Saoudite alors que j'étais aux États-Unis. Donc en fait, il y a plein de choses qui arrivent au fur et à mesure qui sont inattendues parce que le fait d'être sur place, de rencontrer des gens, d'échanger, ça nous incite à voyager et à vivre des expériences qui sont cool. Et honnêtement, si vous avez quelque chose qui vous retient dans une expérience à l'étranger, surtout faites abstraction de tout et partez. Il n'y a rien de mieux que de partir. Parce que c'est pas à 35 ans ou à 40 ans, avec genre 3 gosses. On peut toujours partir avec 3 gosses, mais une fois que tu as une maison, 3 gosses et un chien, très globalement et de manière cliché, bah, c'est plus compliqué de partir. Et moi, j'ai pas d'animaux, enfin, à part mes chevaux, j'ai pas d'animaux de compagnie portatifs, quoi. Donc, je peux partir sans avoir une attache. Et honnêtement, c'était la meilleure expérience de ma vie. C'était trop bien. J'en garde des excellents souvenirs. J'ai pas eu de rattrapage en plus, j'ai eu toutes mes bonnes notes, donc ça c'est cool. J'ai pas eu besoin de retourner à Paris passer des rattrapages. J'ai tout eu du premier coup. Et après, j'ai fait ma dernière année d'école de commerce à Paris. Pour moi, l'école de commerce, c'était vraiment cool parce que ça m'a permis de grandir et de prendre en maturité et de quand même avoir un diplôme, entre guillemets, qui est presque, enfin, qui est nécessaire en France aujourd'hui. C'est triste, mais c'est le cas. J'aurais pas été assez mature sur le marché du travail à 18 ans en me lançant et en vivant des réseaux. Et c'est un peu toute l'expérience globale scolaire qui m'a permis aujourd'hui de construire mon entreprise et de vivre des réseaux et d'avoir la maturité nécessaire pour le faire. Parce que oui, j'ai appris sur le tas, mais l'école a aussi un peu aidé forcément. Et l'échange à l'étranger a énormément aidé. Ça m'a vraiment ouvert plein d'opportunités professionnelles. J'ai rencontré mon mec quand j'étais au Mexique. Enfin voilà, il s'est passé plein de choses et c'était vraiment génial. Donc ça vaut vraiment le coup. Si vous hésitez, n'hésitez plus, allez-y, foncez. Par contre, si vous hésitez avec faire une école de commerce ou faire le métier de vos rêves, faites le métier de vos rêves parce que ça paiera toujours plus et vous serez toujours plus heureux de faire ce qui vous plaît que de faire une école de commerce par dépit, puisque c'est quand même le cas de beaucoup de gens aujourd'hui. Par contre, si comme moi vous ne savez pas quoi faire, c'est une bonne alternative parce que ça vous permet d'apprendre les bases du business et ensuite de vous rediriger avec des passerelles un petit peu à droite, à gauche, dans différents secteurs. Alors évidemment, pas en médecine, hein, mais vous pouvez toujours vous rediriger, vous reconvertir plus tard en faisant des formations annexes. Et voilà. N'hésitez pas à me dire sur Instagram, vous, si vous avez fait un échange, si ça vous a marqué, qu'est-ce qui vous a le plus plu. Je pourrais vous raconter d'autres anecdotes sur l'échange. Là, c'était un épisode assez généraliste sur le fait de y aller et de oser partir à l'étranger. C'est pas grave, personne n'est prêt. En fait, ce qu'on a vraiment peur, je trouve, quand on part en échange et qu'on arrive là-bas, c'est qu'il y a forcément des gens à l'école qui se la racontent et tout. Donc voilà, c'est toujours un peu intimidant d'arriver dans un nouveau pays avec des gens que tu connais pas forcément. Moi, je suis partie, je connaissais personne, hein. Ah oui, ça c'est aussi un truc à dire, je ne connaissais personne. Je suis partie à Raleigh, j'avais aucun ami qui partait à Raleigh. J'avais pas de aucun. Je savais pas qui allait, je savais pas qui j'allais rencontrer. Et finalement, je suis devenue hyper pote avec une abonnée. Lisa, bonjour Lisa si tu passes par là, qui m'avait DM sur Instagram en me disant bah écoute je suis aussi à Raleigh et tout, et je dis bah viens on se rencontre ce soir au bar de l'école, et on s'est rencontrés et on s'est pas lâché depuis, donc ça forme aussi des très belles amitiés, ça forge le caractère et la maturité, donc ça vaut vraiment le coup de partir. Et en ce qui concerne le côté intimidant du truc, ça l'est pour plein de raisons, la barrière de la langue, le côté financier, le côté repère, etc. Et ce qui est fou, c'est qu'on construit un truc, on construit une vraie vie mais temporaire, et c'est ça qui est tragique, c'est quand on rentre vraiment, c'est la déprime. Mais tout le monde a été en déprime en rentrant d'Erasmus parce que t'as passé 4 mois de ta vie à rencontrer des gens, à créer un réseau, à construire ta vie dans une ville, et t'avais l'impression, enfin, c'est une parenthèse qui, quand t'étais dedans, avait l'impression qu'elle allait durer pour toujours. Et c'est ça qui est hyper triste, c'est que nous, on est encore hyper nostalgique avec mes potes de cette période parce que c'était exceptionnel et on sait à ce jour qu'on ne revivra plus jamais ça. Donc c'est horrible, c'est hyper triste, mais en même temps c'est ça qui fait que le moment était précieux. C'est un peu l'ambiguïté, la dualité de la vie quoi finalement. Donc voilà, sur ces belles paroles, très nostalgiques et très tristes, je vais vous laisser parce qu'il faut que j'aille monter mes chevaux. Mais j'espère que ce petit épisode vous a plu. Si vous avez des questions, comme d'hab, envoyez-moi un DM sur Instagram, @mentalistable.podcast. On laisse 5 étoiles, on s'abonne sur la chaîne YouTube, on est plus de 1000, donc d'ailleurs merci beaucoup pour ça. Et on se retrouve jeudi prochain dans un nouvel épisode. J'ai hâte de vous lire sur Insta pour savoir où est-ce que vous avez étudié, ce que vous avez fait comme parcours, si vous avez fait un échange, si vous avez des questions sur le mien ou si vous voulez faire un échange, écrivez-nous sur le podcast. Et moi je vous dis à jeudi prochain. Bisous et on reste stable mentalement.